Bonjour, la vidéo qui suit est issue d'un long travail de recherche effectué par Thomas, un simple citoyen. La singularité de sa démarche est qu'il s'est efforcé de remonter à la source d'origine des informations. Ces vidéos ne prétendent pas délivrer de vérité. Elles sont mises au service du discernement de chacun. Why do you say that UFOs are as real as the airplanes flying over our heads? Well, because I know that they are. They've been, as a matter of fact, they've been visiting our planet for thousands of years. And one of the cases that would interest you most, if you give me 2 or 3 minutes to answer, is during the Cold War, 1961, there were about 50 UFOs in formation flying south from Russia to across Europe, and the Supreme Allied Commander was very concerned and about ready to press the panic button when they turned around and went back over the North Pole. So they decided to do an investigation, and they investigated for 3 years, and they decided that with absolute certainty that 4 different species at least, had been visiting this planet for thousands of years. Je suis un ancien commandant de bord d'Air France. J'étais 20 ans Air France comme pilote, dont commandant de bord Airbus 320 et commandant de bord 747. Et j'accepte de communiquer sur un événement exceptionnel qui concerne tout le monde. Hein. C'est l'observation d'un gigantesque ovni au-dessus de Paris le 28 janvier 1994. J'ai vu une espèce d'engin à 45 degrés d'inclinaison. J'ai fait le dessin là. Voilà, c'était incliné comme ça. Et là, avec cette inclinaison-là à 12 000 mètres, enfin il était un peu au-dessous, il était à 10 000 à peu près. Hein, bah, l'avion il décroche, hein. La limitation d'inclinaison, d'altitude, c'est 25 degrés, c'est à peu près ça. Mais à 45 degrés, il y a un facteur de charge qui peut provoquer un décollement des filets d'air sur l'aile, et l'avion, cling, il dégringole. Ce que je pensais être un avion, c'est mis à l'horizontale, comme ça. On l'a vu pendant 1 à 2 minutes. Hein, donc moi, la copilote, le mécanicien, le steward, hein, et puis il était au-dessous de nous, on l'a surveillé comme ça, là. Et puis à un moment, il a disparu. Il s'est dématérialisé devant nous. Nous étions 2, donc 2 observateurs, dans des avions différents, donc sur des angles et des points de vue différents. Et en fait, nous étions en entraînement en vol de nuit. Et là, je vois passer, quelque chose, on va dire un grand fuselage d'avion. On va imaginer ça comme ça. Enfin, un grand cigare, avec plein de hublots. Et alors, une luminosité à l'intérieur extraordinaire. Cette chose-là était entre nous deux en position d'observation. Vous voyez, comme aurait dû terminer d'ailleurs mon collègue, en position d'observation, mais je ne sentais aucun mouvement hostile. Et ça n'avait rien de menaçant. Qu'est-ce que ça fout là, en fait, ces choses-là? Notre mission nous apprenait à aller intercepter des avions pour les identifier. Ouais. Donc ça tombait bien. Parfait. C'est parfait. On retombait dans un sens pratique. Alors la post-combustion, et boum, un beau virage relatif, et on se met aux fesses de cet objet volant. Qui fait quoi? Qui fait le camp, qui disparaît. Tchac. Je veux dire, une accélération fulgurante. Alors c'était en 1973, j'étais jeune pilote dans la LAT. La LAT étant l'aviation légère de l'armée de terre. Il faisait très beau, on était en condition de vol cavoque, à 1000 pieds, ce qui n'est pas très haut, 330 mètres, alors que nous discutions de sujets comme peuvent les aborder des jeunes. Jean-Luc était à ma gauche, m'a dit « Daniel, regarde, oh merde !» Et j'ai tourné la tête.
pardon pour le mot merde, mais ça s'est passé comme ça. J'ai tourné la tête et j'ai vu passer la fin de quelque chose de très gros qui, à l'instant T, m'a paru gros comme un paquebot. C'est l'image première que j'ai eue, qui a fait avec la forme de cigare. Très vite, on a été en station arrière. Vous voyez, le truc nous passe à côté, la station arrière, et on voit la section qui termine par un point. Vous survolez, on voit cet hélicoptère, c'est vous. C'est nous. Et tout d'un coup... Voilà, c'est exactement ça. C'est à peu près la durée d'observation, en gros une seconde à peu près. Là on voit la différence, donc vous êtes le point rouge et c'est l'OVNI en fait. Alors l'ombre par contre, ça je ne sais pas, j'ai jamais parlé de ça, je pense que c'est le monsieur qui l'a mise. Je me suis souvent posé la question de me dire mais comment ça se fait que plein de personnes ne l'aient pas vu au sol? Parce qu'un engin pareil. Et puis plus tard, le hasard de mon métier a voulu qu'un jour, en tant qu'officier, posé avec un hélicoptère derrière des artilleurs, j'étais derrière un canon 155. Et le hasard voulait que j'étais derrière le monsieur qui tire la corde là. Et quand vous êtes derrière un canon, je vous assure, c'est vrai, vous voyez partir l'obus. Vous êtes derrière, vous voyez un petit point noir qui part. Par contre, quand vous êtes latéral à un obus, enfin à un canon, vous ne voyez pas. Et donc je me suis dit peut-être que c'est parce que ça allait si vite que la rétine ne percevait pas. Nous étions à 0,95 de Mach et lui nous rattrapait à une vitesse inouïe, donc il était supersonique, largement supersonique. Cet objet n'était pas transparent. Je ne voyais pas les arbres au travers. Donc, à partir du moment où il était opaque et qu'on ne voyait pas au travers, pour moi c'était quelque chose de matériel, de solide. On voit cet objet très brillant, très très blanc, qui disparaît à une vitesse inouïe sur notre gauche. L'engin était en sustentation, disons en lévitation, au-dessus du sol, et il est parti à une vitesse, entre guillemets, de croisière instantanée. C'est ça qui est incompréhensible. C'est quelque chose qui venait vraiment nous voir, par deux fois, mais alors ça c'est important, sans mauvaise intention. Car je le répète, j'avais l'impression la dernière fois que s'il voulait m'avaler, il m'aurait avalé tout cru. Hein. C'était un comportement pensé. C'est un comportement tactique même, si vous voulez. Je veux dire, c'était pas aléatoire. Parce que les 3 fois où on a eu la manœuvre, c'était une chose qui venait nous observer. La trajectoire n'était pas aberrante. C'était pas un bazar, un ballon fou qui venait nous balader entre nous. C'est qu'à chaque fois, ça revenait pour nous observer. Là, nous sommes en face d'un phénomène qui a des caractéristiques intelligentes, c'est-à-dire qui fuit les témoins, c'est-à-dire qui accélère, c'est-à-dire qui a des vitesses complètement anormales. Avoir une vitesse supérieure à la vitesse du son sans banque sonique dans l'atmosphère, c'est pas un phénomène naturel, ça. C'est quelque chose d'artificiel. Aucun avion, aucun engin fabriqué par l'homme, même des fusées, sont capables de faire ça. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a 1200 cas d'OVNI vus par des pilotes. Donc, dans les formations pilotes, on pourrait peut-être en parler. 1200 cas d'observation civile et militaire. Les OVNI étant inexistants dans l'aéronautique civile, officiellement, un pilote sort des clous. Il sort de tout ce qu'on lui a appris, hein, en parlant de choses qui défient nos connaissances technologiques. Donc là, il risque de passer pour un farfelu. Moi, j'ai beaucoup de pilotes qui prennent ça pour des hallucinations ou des racontards, disons que c'est pas du tout pris au sérieux dans l'aéronautique. Arrivé à Paris le lendemain, mon chef pilote m'a donné un rapport que j'ai jamais fait. Enfin, j'ai fait 3 ans plus tard, lorsque j'ai vu que l'affaire était parue dans la presse, hein, dans Paris Match, et que c'était étudié au CNES, au sein du CEPRA, tout simplement parce qu'il y avait un écho radar de 50 secondes
au même moment dans le ciel parisien. C'est-à-dire que c'était une observation d'OVNI doublée d'un écho radar. Et puis j'étais invité à témoigner au sein du rapport Cometa. Voilà. Lorsque ces phénomènes sont finalement observés, qui sont confirmés par des observations radar au sol ou à bord des avions, qui dans certains cas sont confirmés par des perturbations des télécommunications sur les avions, on se dit, là c'est pas simplement un phénomène, c'est très vraisemblablement un objet. Well, you have to spend a lot of time trying to find, we used to say, separating the wheat from the chaff, and takes a lot of effort. When I was minister, I got sighting reports, and when we checked them out, about 80%, about 8 out of 10, were not real. There were sights of Venus or plasma or, you know, a dozen other things. But there were 15 or 20% for which there was no explanation, and they were the genuine, unidentified flying objects. I happen to be privileged enough to have be in on the fact that we have been visited on this planet. And the UFO phenomenon is real, although it's been covered up by our governments for quite a long time. So why is it being covered up then? Why is it that it's not mainstream? Well, the reason for that goes back to the main instance really started taking place after World War II, when in the United States, at least, I can't speak for the European governments or the South American governments, all of whom have recently started opening their files. J'étais au courant de l'apparition de ces phénomènes et je m'interrogeais. Et puis en tant que responsable scientifique auprès du ministre, je me disais qu'est-ce que ça peut bien être. Si bien que quand j'ai reçu ce coup de fil de l'Élysée qui me demandait cette synthèse, je n'étais pas interloqué. Je dis ah bon, effectivement, bon, c'est bien que l'Élysée s'intéresse à la question. It's been well covered up by all of our governments for the last 60 years or so, but slowly it's leaked out, and some of us are privileged to have been briefed on some of it. I happen to have grown up in I don't even know whether you know this place, Roswell, New Mexico, where presumably the Roswell incident of 1947 took place, and I'm quite knowledgeable of the lore there, and since I grew up there. Now, it's not my main work, it's not my main interest, but I have been deeply involved in certain committees and certain research programs with very credible scientists and very intelligence people that do know the real inside story, and I am not hesitant to talk about it. The crashes near Roswell, New Mexico, that I referred to earlier, were, in a sense, watershed events. In Canada, Wilbert Smith, a senior officer in our Federal Department of Transport, of which I later became minister, wrote a top-secret memorandum to his boss based on information he had received during a visit to our embassy in Washington. The memo, dated November 21st, 1950, read in part as follows. A. The matter is the most highly classified subject in the United States, reading higher even than the H-bomb. B. Flying saucers exist. C. Their modus operandi is unknown, but concentrated effort is being made by a small group headed by Dr. Vannevar Bush. D. The entire matter is considered by the United States authorities to be of tremendous significance.
control group of 12 senior civilian scientists and military officers was established by President Truman. They were known as the Majestic 12, or MJ-12, which issued a memorandum that included how to respond to UFO sightings by saying that they were natural phenomena, such as plasma or swamp gas, or that the observer might have been imbibing too much Jack Daniels bourbon. Nothing could be further from the truth. Time is about 10 o'clock, Sue? Yes. 10 o'clock, March 13th, Thursday night. Yeah. Oh, you got to keep on. There's another one too. Where? And there's geometry behind this. Les lumières ont disparu les unes après les autres, après environ 5 minutes. Emma Barwood n'a pas vu le phénomène. Mais le lendemain, elle est submergée d'appels téléphoniques de témoins. Elle pose donc des questions au conseil municipal et remue ciel et terre pour tenter d'en savoir plus. Mais à la mairie, pour toute réponse, on lui rappelle la position officielle. Nous n'allons pas ouvrir d'enquête parce que la police a reçu moins de 5 appels téléphoniques. Comment vous prenez ça? Ils ont menti. Je veux dire qu'ils ont menti sciemment. La presse s'empare du phénomène. Du coup, l'armée de l'air donne sa version des faits. Le 13 mars 1997, à 22 h, l'armée aurait procédé à un exercice avec des fusées éclairantes, des flares en américain. Voici à quoi ressemblent des flares tirés de nuit. Les fusées éclairantes tombent en dégageant de la fumée. Nous avons joint la base de l'armée de l'air de Phoenix pour tenter d'obtenir des précisions sur leur version officielle. Comme toujours aux États-Unis sur ce sujet, c'est circulé, il n'y a rien à voir. À 20 h, 2 heures avant l'apparition des lumières dans le ciel, tous affirment avoir assisté à un phénomène spectaculaire. Il faisait nuit. Tout à coup, l'un de mes invités a regardé en l'air. Oh, qu'est-ce que c'est? Nous étions entourés d'arbres dans ce jardin et nous ne pouvions pas voir la forme de l'engin. Le devant, l'arrière et les côtés, c'était tellement grand. Un témoin a dessiné l'objet volant en forme de V qu'il dit avoir vu. Ils ont dit que c'était un objet énorme, silencieux, et ils étaient tous étonnés, stupéfaits et intimidés. Nous avons eu plus de 700 appels téléphoniques. Tous les appels vous racontaient la même histoire? Oui, la même histoire. 3 mois plus tard, le gouverneur de l'Arizona, Fife Symington, convoque une conférence de presse à Phoenix et il tourne toute l'affaire en dérision. Maintenant, je demande à l'officier d'escorter l'accusé dans cette pièce afin que nous voyions tous le coupable. Ne le mettez pas trop près de moi. Fife Symington, le gouverneur de l'Arizona, a quitté la politique aujourd'hui. 11 ans après les faits, interrogé par une chaîne de télévision locale, il reconnaît avoir voulu éviter la panique de la population. Là, c'était une zone découverte. Je voyais les lumières droit devant. L'ancien gouverneur a changé de version. Il ne tourne plus les lumières de Phoenix en dérision. En 1997, il n'aurait pas été prudent de raconter ce que j'ai vu, compte tenu de mes fonctions. Il y a des personnes qui doivent connaître la vérité parmi les 700 personnes à qui j'ai parlé personnellement. Pas une d'entre elles n'a été interrogée par quelqu'un du gouvernement. On ne leur a pas demandé ce qu'elles avaient vu. Il n'y a pas eu d'enquête officielle. Pas d'enquête officielle du tout.
Under the Eisenhower administration, much of the physical engineering was transferred to underground facilities in Nevada and Arizona. Meanwhile, much of the control was transferred to civilian agencies in order to create plausible deniability as to its existence. When President Eisenhower wanted to take a look at the restricted areas, he was denied access. It was only when he threatened to send in the First Army that it was agreed that he could send 3 confidants to look at the secret areas 51 and S4. They reported that the Roswell vehicle was indeed being back-engineered by United States forces. President Eisenhower was so distressed by the situation that he included in his farewell address to the nation that his fellow Americans should beware of the military-industrial complex, which, according to one witness, was his way of saying that the ET file had fallen into the wrong hands. Indeed it had. It was under the control of the military-industrial complex, otherwise known as the financial, intelligence, and military wing of the all-pervasive cabal, which has seized control of the United States and much of the balance of the world. Beginning with Eisenhower, not one of the presidents of the United States has been given completely honest advice by his civil, military, and intelligence advisors, nor fully briefed on the ET presence and technology. The moment I was inaugurated, my hand would just, it'd still be hot from touching the Bible, and I would immediately race to wherever they have the files about Area 51 and the UFOs, and I go through everything to find out what happened. Right. Did you do that? That's why you will not be president. Because that's the first thing that you would do. The aliens won't let it happen. You reveal all their secrets. They exercise strict control over us. Now, you know, there are a lot of people that are going to examine your facial expressions here, every twitch, everything, and say, and of course, so did you look? Did you see? Did you explore? I can't reveal anything. Oh, really? Because President Clinton said he did go right in, and he did check, and there was nothing. Well, you know, that's what we're instructed to say. Знаете абсолютно все. Ну вот, например, прилетали на Землю инопланетяне. Вот самые зеленые человечки. Марьяна, значит, рассказываю вам первый и последний раз. Вместе с передачей чемодана с ядерными кодами президенту страны приносят специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад от абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Значит, 2 эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом. После прекращения полномочий, соответственно, эти папки передаются новому президенту. Wernher von Braun, the German rocket scientist who came to the U.S. at the end of World War II, told my friend Dr. Carol Rosen, who worked with him, that they, the military-industrial complex, in order to maintain perpetual war, had to have an enemy. First, it will be the communists, he said. Then it will be the terrorists. And finally, it will be the ETs. So far, the plan has been unfolding exactly as forecast. The cabal, sometimes referred to as the shadow government, has been in control. When Sarah McClendon, veteran White House reporter, asked President Bill Clinton why he didn't do something about UFO disclosure,
Clinton replied, and I quote, "Sarah, there's a government inside the government, and I don't control it." End of quote. Imagine the President of the United States and Commander-in-Chief of the Armed Forces isn't cleared to know what his troops are doing. There must be full disclosure of what the cabal and the U.S. shadow government have been doing since World War II. To what extent has the extraterrestrial space and weapons technology been back-engineered? And is it true, as the late Ben Rich, former CEO of Lockheed's Skunk Works said, and I quote, "We, the U.S., now have the technology to take E.T. home." End of quote. Dans notre culture à nous, si on voit des films ou des romans, les extraterrestres sont toujours des agresseurs. Alors que nous, si on va dans l'espace, on va apporter la paix ou voilà. Et ça, c'est très manichéen aussi dans notre culture. Le magnéto-hydrodynamisme, la MHD, comme disent les spécialistes, est un nouveau principe de propulsion. Une expérience de Jean-Pierre Petit du CNRS montre qu'un engin propulsé par MHD peut passer le mur du son sans provoquer de bang, ce qui expliquerait le silence des ovnis. Une autre expérience de Jean-Pierre Petit prouve qu'un propulseur MHD ionise l'air environnant, ce qui corroborerait de nombreuses observations. L'idée de la MHD, c'est d'empêcher l'onde de choc de se former. Et ça, on a publié des travaux scientifiques, il y a une thèse de doctorat qui a été faite là-dessus. On peut montrer qu'en agissant sur l'air avec des forces électromagnétiques, on peut empêcher les ondes de choc de se former, empêcher les effets thermiques, être complètement silencieux, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de turbulence. Et pour ça, il faut ioniser l'air autour de la machine, ce qui fait que si on voyait un engin comme ça se promener la nuit, eh bien, il aurait un bel aspect de ce genre. D'accord, et ça peut exister, ce type d'engin? Le problème, c'est qu'on n'a pas le moteur qu'il faut, mais si, le jour où les moteurs apparaîtront, on aura des mégawatts assez légers, eh bien, disons, dans 50 ans, peut-être 100 ans, obligatoirement, les avions s'en auront à ça. Je voudrais pas dire, mais à basse altitude, allant très vite avec une lumière comme ça ressemble à une soucoupe volante, non? Je peux pas le nier. Vous pouvez pas le nier, donc non. Ça pourrait être une voie de recherche intéressante. Certainement, oui. Oui, d'accord. Alors on pourra peut-être essayer, c'est un secret défense? Non, c'est simplement, en France, ce sont des recherches abandonnées. Pour les Américains, l'OVNI, c'est une réalité. Ensuite, ils ont découvert la source d'énergie de ces objets. Cette source d'énergie, c'est pas le nucléaire, c'est l'antimatière. Ils ont découvert aussi la façon de synthétiser cette antimatière. Ils ont découvert la façon de la stocker. Le stockage d'antimatière dans des bouteilles magnétiques permet aux Américains de mettre en jeu des accélérateurs MHD qui ont des vitesses d'éjection de 500 km par seconde. Les fusées Apollo, c'est 2 km par seconde. Hein, bon. Les vitesses des sondes dépassent les 200 km par seconde. Le système solaire a été exploré totalement en secret depuis 5 ans. 1 kilo d'antimatière suffirait à détruire toute vie sur Terre. L'histoire de l'exploration du système solaire... J'ai dit, mais vous avez donc mis la main sur de nouvelles sources d'énergie. Avez-vous songé à les exploiter de manière civile? Réponse hilarante des Américains. Et à qui on vendrait notre pétrole? Eh oui. Avant qu'on se quitte, je leur ai dit, il y a une question qui me turlupine quand même, c'est que comment se fait-il que des gens comme vous, aussi introduits dans des programmes très pointus américains, soient venus vous enterrer dans cette station balnéaire américaine en plein mois de janvier, etc., etc. Il fallait voir de quoi on allait traiter on allait traiter de voyage interstellaire. Eh bien, ils en sont là, ils ont la source d'énergie pour le faire. C'est ça qui les intéresse. Parce que vous savez, les Américains, il n'y a rien qui les arrête. Nous, en France, on est là en train de se dire, c'est pas possible, ça peut pas marcher, quelqu'un d'autre l'aurait déjà fait.
En Amérique, ils sont extraordinaires, ils ne doutent de rien. Et disons que si un jour ils ont récupéré une épave d'OVNI, il y a un gars qui a dit bon, ben, faut trouver des mecs, on doit pas bien être assez malin pour comprendre comment ça marche et faire pareil. Bon, il y a des trucs, ils ont compris comment ça marchait, faire pareil, etc. Puis après, une fois qu'ils ont reconstitué des trucs, où est-ce qu'ils en sont? Ils savent faire fonctionner un drone de 5 mètres de diamètre à Mach 10 en air dense. Et ce drone, c'est une soucoupe volante, hein, une forme discoïdale. Et qu'est-ce qu'ont fait les terriens? Des armes, des armes, des armes, des armes, rien que des armes. Ils étaient contents. Ils avaient des bombes, ils avaient des avions hypersoniques, ils avaient ceci, ils avaient cela, ils étaient contents. Moi, j'étais consterné. Je pensais... Vous vous rendez compte que ces black programmes équivalent à 100 milliards de dollars par an? À un moment, j'ai dit, mais où est-ce que ça se traite, ce truc-là? L'Air 51 est beaucoup mis à contribution. Vous avez entendu parler de cette espèce d'endroit du Nevada qui ne figure même pas sur les cartes et tout ça. Où on a des photos prises sur satellite, où on voit quelques vagues baraquements et tout ça. Et je demande à un des types, est-ce que vous connaissez l'Air 51? Et il y a un qui dit, vous savez, la science, c'est comme Macy's. Macy's, c'est le grand magasin du printemps de New York. Il dit, le grand public, il va au rez-de-chaussée. Nous, on a les crayons pour aller aux étages supérieurs. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas qui habite au dernier étage. Et on ne sait pas qui a le pouvoir aux États-Unis. Et on ne sait pas qui gère tout ça. That you're describing, are they all different in terms of nice and mean? Well, it's a difficult question to answer because they have different agendas. And maybe all of us on Earth should have the same agenda, but you couldn't say maybe that Russia and China and the United States all had the same agenda at every turn, because they don't. And I would say that nearly all are benign, they're benevolent, they want to help us. There may be one or two species which do not. And that's one of the things I'm investigating at the moment, is to see who they are and what they're up to and what their agendas really are.